À l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu le 23 janvier 1846 par Mouchir Ahmed Besha Bey, nous, Madame Wefet Tuihri, enseignante et chercheur en sociologie, Monsieur Abdeltif Rahmani, écrivain-chercheur dans le domaine historique, nous avons détecté, suite à une recherche qualitative auprès des étudiants tunisiens, des préjugés qui représentent une désinformation, une incompréhension, voire même une confusion totale sur le sujet de l'esclavage. Le premier préjugé soulevé, l'esclave est un noir. Oui, effectivement. L'histoire nous démontre que le mot esclave est un mot latin, esclavalus, d'origine slave. Le premier esclave est un blanc et il n'est pas un noir. Il est donc d'origine, disons, des Balkans, de l'Amérique centrale, de l'Europe centrale, de l'Europe, disons, de la Russie, ces régions-là, de l'Asie centrale, l'Asie occidentale, de toute cette région-là. Balkans, c'est la Slovénie. Voilà, le Balkan, la Slovénie, qui sont d'origine slave et sont des blancs. Voilà. D'accord. Alors l'esclavage, donc comment on peut définir l'esclavage? C'est un état d'une personne qui se trouve dans la dépendance absolue de son maître. C'est-à-dire, elle est considérée comme un bien matériel, qu'on peut le vendre, le louer, l'acheter. Il exerce un travail forcé, non rémunéré. Donc l'esclavage, il est aussi un mode de production. Alors, quelles sont les premières civilisations esclavagistes? Alors, les premières civilisations esclavagistes sont d'abord la Grèce et ensuite Rome. Nous allons apporter un exemple, nous allons essayer d'avancer un exemple à propos de comment est né l'esclavage. Essentiellement, nous prenons par exemple le cas de Rome, où l'agriculteur qui empruntait de l'argent auprès de l'aristocratie, une fois que sa production est prête, il essaie de la vendre sur le marché. L'aristocratie lui impose des prix tellement bas qu'il n'arrive plus par la suite à rembourser ses dettes. Il sera donc obligé de vendre ses enfants ou de vendre toute sa famille pour rembourser ses dettes. Et c'est à partir de ce moment-là que l'esclavage, donc le système esclavagiste, est devenu un mode de production qui est utilisé à la fois en Grèce et à Rome. D'accord. Pour l'esclavage chez les Arabes, nos étudiants, ils ont évoqué qu'ils ont entendu parler de l'existence de l'esclavage chez les Arabes à travers les films historiques, les écrivains et les poètes arabes. Mais est-ce que l'esclavage était un mode de production chez les Arabes? Voilà, donc en fait, il faut reconnaître que l'esclavage a bien existé au sein du monde arabe, effectivement, mais seulement la problématique qui se pose, c'est que réellement le mode de production esclavagiste est revenu à la charge en 1492 lors de la découverte de l'Amérique du Sud. Et donc à partir de ce moment-là, quand les Espagnols ont découvert, Christophe Colomb a découvert l'Amérique du Sud, ils ont d'abord exterminé les Américains du Sud de l'époque, et une fois qu'ils ont exterminé tout le monde, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre pour cultiver la terre. Ils se sont donc par la suite rabattus sur l'Afrique, où ils ont encerclé l'Afrique et ils ont essayé d'envahir l'Afrique. Et c'était la chose qui a fait ce qu'on appelle, qui a chambardé complètement le rapport de force, c'est à l'époque l'utilisation de la poudre et du fusil qui a complètement changé la donne, ce qui fait que par la suite ils ont imposé ce qu'on appelle un commerce triangulaire entre l'Afrique d'une part, l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc
Donc ils ont fait ce qu'on appelle la razzia négrière, et cette razzia négrière était une manière d'arracher les Africains à leur terre pour les emmener travailler ailleurs dans des conditions qui étaient dramatiques, disons pire même que ce que pensait toute l'humanité à l'époque. Et il y avait quand même évidemment des exactions contre ces populations qui étaient lamentables. Et donc à partir de ce moment-là, ils les ont envoyés en Amérique du Sud pour d'abord travailler l'agriculture et ensuite pour faire ce qu'on appelle l'extraction minière, à savoir l'or, l'argent et toutes ces richesses-là qui ont apporté des richesses considérables pour l'Espagne, le Portugais et toute la région ibérique. D'accord. Donc le commerce triangulaire entre le Portugal vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Quelles sont les conséquences de ce commerce triangulaire sur les esclaves? Voilà, ça c'est une question fondamentale parce que d'abord il faut comprendre qu'au XVe siècle, quand le commerce triangulaire a commencé, au XVe siècle, il y avait une population africaine qui était aux alentours de 600 à 800 millions d'habitants et qu'au XIXe siècle, il n'en restait que 200 millions d'habitants. Il y a donc ce qu'on appelle un génocide, comme l'a déjà décrit Madame Anta Diop, qui est elle-même universitaire et spécialiste de la discipline de génocide, anthropologue bien sûr, qui nous a décrit en détail ce qui s'est passé, et c'est elle qui nous a avancé ces chiffres-là qui sont disons, pires que dramatiques. Voilà, donc c'est un peu cette situation. La population était, il n'en restait que 200 millions. Donc nous avons aux alentours de 400 à 500 millions de personnes qu'on ne trouve pas leurs traces. Bon, une partie a été déplacée, quoi. Et c'était un génocide dramatique à tous les niveaux. D'accord. Alors, les Tunisiens parlent encore de l'esclavage. Il y a ce qu'on appelle une aliénation culturelle du peuple tunisien. Les étudiants utilisent jusqu'à maintenant des termes à connotation raciste. L'esclavage, c'est vrai que c'est un problème qui a été tranché sur le plan juridique et le plan économique, mais pas encore sur le plan socio-culturel. Comment on peut expliquer? Voilà, ça veut dire qu'en fait, l'explication est très simple parce qu'en fait, il y avait la réglementation qui interdisait l'esclavage, il y avait donc le mode de production qui a changé, qui est passé, qui n'est plus le mode de production esclavagiste. Donc ces deux points ont été, il y a eu une évolution mondiale qui ont dépassé tout ça, mais seulement c'est au niveau culturel et sociologique que le problème reste entier, au niveau du subconscient des gens qui pensent encore à ce jour que le racisme qui fonctionne d'une manière, disons, un peu raciste, alors qu'on sait d'une manière très claire que le racisme est un leurre et que nous sommes tous, toute l'humanité est monogénétique, donc il n'y a pas de race, il y a une seule race, et c'est la race qui est d'origine du berceau africain, donc d'origine africaine. Donc on peut le conseiller de ne pas tomber dans le piège. Exactement. Exactement. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de la division, et qu'on doit quand même comprendre que seule l'unité sera notre issue pour nous en sortir de cette situation dans laquelle, depuis 1492, l'Occident nous a mis dans cette situation-là. Donc, pour conclure, peu importe la couleur de la peau, noir ou blanc, arabe ou non arabe, c'est dans l'union et non dans la division qu'on peut construire l'Afrique de demain. Effectivement. Vive l'Afrique. Vive la Tunisie. Et bonne.